Salut! Aujourd'hui, on va résumer la Bible de l'investissement en startup, le livre Angel de Jason Calacanis, la superstar de la profession. En effet, Jason Calacanis est connu pour avoir investi très tôt dans Uber, Calm.com ou encore Wealthfront, ce qui veut dire qu'il a réalisé des multiples d'investissements totalement hors normes, de l'ordre de x10 000 ou plus. Oui, tu as bien entendu, x10 000 ou plus. Alors plongeons tout de suite dans cet ouvrage. Première partie, qu'est-ce que l'angel investing? Qu'est-ce que l'investissement en business angel? L'angel investing peut simplement se définir comme le fait de mettre de l'argent dans une entreprise privée, donc d'investir de l'argent, lors d'un round d'investissement, donc lors d'un tour de table très jeune, ce que l'on appelle dans le jargon le early stage. Investir en early stage, dans une société donc très jeune, c'est investir dans une entreprise qui a en moyenne moins de 3 années d'existence, encore assez peu de traction commerciale, en clair assez peu de clients, et qui est à la recherche de son fameux product market fit, que l'on peut définir comme une osmose entre un produit, un service et son marché. Donc cette société ne l'a pas encore trouvé. Ça s'appelle Angel, pourquoi? Parce qu'en fait on soutient un entrepreneur dans un moment où très peu de gens croient en lui et où rares sont ceux qui souhaitent investir dans son projet. Tu seras en quelque sorte son ange providentiel. 80% des startups échouent, ce qui signifie que la plupart de tes investissements ne te rapportera rien. Je répète, la plupart de tes investissements en startup ne te rapportera rien. Par contre, il suffit d'une seule mise pour gagner le gros lot. Par exemple, Jason Calacanis, l'auteur de ce livre, a investi 25 000 dollars dans Uber lorsque l'entreprise était valorisée seulement 5 millions de dollars au tout début. Aujourd'hui, elle vaut plus de 90 milliards de dollars. Elle est cotée en bourse. Je te laisse calculer le retour sur investissement. Il est gigantesque. Deuxième partie, est-ce que l'angel investing est fait pour toi? Avant tout, il faut savoir que les startups sont parmi les actifs les plus risqués du marché. Investir en startup, c'est être prêt à perdre totalement son argent. L'angel investing peut se définir comme l'investissement dans le futur. L'angel investing, c'est investir chez des entrepreneurs et innovateurs qui veulent changer le monde et espérer un retour sur investissement très très intéressant, évidemment. Jason nous raconte qu'il a étudié tous les systèmes afin de trouver celui qui apporte la création de capital la plus efficace. Son champion, c'est évidemment, vous l'avez compris, l'investissement en start-up technologique. L'angel investing n'est pas uniquement destiné aux plus initiés. La preuve la plus parlante, c'est Jason lui-même, se définissant comme un outsider, a kid from Brooklyn, donc un enfant qui vient de Brooklyn, qui n'était pas à l'époque un quartier très favorisé de New York, diplômé en psychologie et non pas en investissement, ni en économie, ni en finance. Il n'y a donc pas de critères discriminants, dit-il, pour entrer dans cet univers, et ce livre est justement destiné aux outsiders. L'auteur définit un investisseur efficace comme une personne ayant la combinaison de 4 qualités. L'argent, pour signer l'échec évidemment, le temps, pour échanger avec l'entrepreneur et trouver les pépites, le réseau, pour introduire les personnes pertinentes et pouvoir avoir accès à de bons deals, et l'expertise, afin de conseiller éventuellement les entrepreneurs, leur épargnant du temps et de l'argent, ou encore de les empêcher de faire une grosse erreur. Troisième partie, les tours de table, round en anglais, expliqués. Les tours de table sont les différents tours de financement qu'une start-up lève au cours de sa vie. Je vais te les présenter dans leur ordre naturel. À noter que la plupart des startups n'effectuent pas nécessairement chacun de ces rounds. Le sweat equity, il correspond au travail non rémunéré des fondateurs et des premiers employés. Une entreprise bâtie par la sueur du sweat equity est un gage de qualité et de l'engagement des fondateurs versus un entrepreneur qui ne commence pas à travailler sans avoir levé des capitaux extérieurs. Selon Jason, le sweat equity est rassurant quant à la capacité à être résilient, notamment le jour où la startup manquera d'argent et où les fondateurs devront faire des efforts énormes pour arrêter de se payer tout en continuant l'aventure, ce qui arrive presque toujours au long de la vie d'une startup. Lorsqu'un wannabe entrepreneur, quelqu'un qui souhaite devenir entrepreneur, demande de l'argent à Jason sans avoir rien fait d'autre qu'un PowerPoint, il lui répond: j'investis chez les gens qui construisent des choses, pas chez ceux qui parlent de construire des choses.
Deuxième type de tour de table, ce que l'on appelle le love money ou le friends and family. Ce tour de table, ce round, correspond au financement apporté par des investisseurs non professionnels, comme des amis ou des membres de la famille. L'entrepreneur va aller voir son premier cercle et son deuxième cercle de relations personnelles et professionnelles pour tenter d'aller lever les premières sommes d'argent. Troisième type de tour de table, l'autofinancement, le bootstrap en anglais. Souvent, les meilleures personnes dans lesquelles tu pourras investir sont celles qui ont déjà investi en elles-mêmes, dit l'auteur. Tu dois alors te demander comment l'entrepreneur a trouvé l'argent pour autofinancer sa startup. Est-ce qu'il vient d'une famille riche ou est-ce qu'il a déjà vendu une boîte avant? S'il a déjà vendu une boîte avant, c'est génial. Pourquoi s'être autofinancé plutôt que d'avoir levé de l'argent auprès d'investisseurs? A-t-il essayé et obtenu que des refus? Quatrième type de tour de table, le financement d'incubateurs ou d'accélérateurs. Les entrepreneurs se faisant incuber ou accélérer par des structures spécialisées peuvent être financés par ces structures en échange de parts de l'entreprise. Cinquième type de tour de table, ce que l'on appelle le seed, l'amorçage, le angel round. Ce tour de table, c'est le premier tour de financement effectué par des pros ou des semi-pros. Ton travail en tant que business angel est de repérer les personnes qui sortent des tours de table précédents et de choisir les meilleurs d'entre eux. En général, le seed round, l'amorçage, se fait après un passage dans un incubateur ou bien après un tour de love money. Parfois, l'entrepreneur fait directement un seed round sans incubateur, sans love money, sans rien. Il s'agit le plus souvent de serial entrepreneurs ou d'entrepreneurs lançant un projet dans une thématique très en vogue. L'intelligence artificielle, par exemple, actuellement dans les années 2020. À travers cet article, tu vas comprendre comment choisir les meilleurs. Sixième type de tour de table, le bridge. Le bridge, c'est un tour qui va permettre à l'entreprise de survivre jusqu'à l'atteinte de son objectif. Son objectif, ça peut être atteindre le seuil de la rentabilité, par exemple. Ça peut être également une prochaine levée de fonds, un gros tour de table avec des fonds professionnels. Il est généralement adressé, ce bridge, aux investisseurs historiques, c'est-à-dire aux investisseurs qui ont déjà investi dans la société auparavant. Il est bien nécessaire de comprendre ce qui va changer avec ce financement bridge. Attention à ce que Jason appelle les bridge to nowhere, c'est-à-dire les bridges qui ne mènent nulle part d'autre qu'à la faillite de la société. Septième type de tour de table, la série A, Series A. La série A, c'est le tour de table le plus convoité et le plus important pour une startup, parce qu'il est généralement effectué par un fonds professionnel de capital risque, de venture capital, donc de VC, dont l'un des partenaires, dont l'un des associés va rejoindre le board, donc le conseil d'administration de la société ou le comité stratégique de la société, et il va influer sur la gouvernance de l'entreprise. Il est difficile pour un business angel d'investir en série A ou même parfois de réinvestir en série A. Tout est basé en fait sur la relation que tu as en tant que business angel avec le fondateur de la startup. Si cette relation est bonne, il pourra décider de te laisser investir ou réinvestir plus que ton droit de prorata. Si ta relation elle est moyenne ou inexistante, évidemment, tu ne pourras pas investir, à moins que le VC, le fonds lead investor, donc celui qui va diriger le tour de table, à moins que celui-ci pense que tu peux apporter de la valeur en tant que business angel, auquel cas il pourra te laisser de la place. Jason Calacanis dit qu'il n'investit plus dans les boîtes qui ne proposent pas de droit prorata. Autrement dit, il n'investit plus dans les boîtes qui ne proposent pas aux business angels de suivre et de pouvoir réinvestir après dans les tours de table suivants. Huitième type de tour de table, les séries B, C, D, E, F, etc. et les mezzanine round. Après la série A, tu n'auras probablement plus à investir en tant que business angel et c'est une bonne manière pour toi de réaliser une sortie et de revendre tes parts. Autrement dit, les séries B, C, D, etc. elles sont généralement réservées à des très gros fonds qui investissent des très gros montants et à ce moment-là, toi, business angel, tu peux sortir. Quatrième partie, comment investir avec peu ou pas d'argent. Ton travail en tant que business angel, c'est de fournir aux entrepreneurs de l'argent, du temps, du réseau, ainsi que ton expertise, si tu le peux, afin d'accéder à la table de capitalisation, la cap table en anglais, c'est-à-dire la liste des actionnaires de l'entreprise, c'est-à-dire faire partie des actionnaires de cette entreprise. Pour accéder au meilleur cap table, il te faut deux choses, de l'argent et avoir l'accès à ce deal.
avoir la connaissance que cette société lève de l'argent. Quand tu commenceras ton activité d'investisseur, tu vas devoir rencontrer le plus d'entrepreneurs possible tout en investissant dans le moins de startups possible. Revenons à la cap table, la table de capitalisation. Il existe 5 types de personnes autour de cette table. Les fondateurs de la startup, les employés de la startup, les conseillers, les advisors de cette startup, les business angels, toi potentiellement, et les VC, donc les fonds d'investissement. Et voici un secret. Tu peux obtenir des parts dans une entreprise sans y investir directement de l'argent. Comment? En devenant un advisor, un conseiller, un consultant, parfois surnommé le broke angel ou le business angel fauché. En tant qu'advisor, tu apportes à l'entrepreneur ton temps, ton réseau et ton expertise en échange de parts de l'entreprise. Cinquième partie, les bons et les mauvais côtés du conseil de l'advisor. Un advisor contribue au développement de la startup non par son argent, mais par ses ressources non financières, comme ses compétences, son réseau, sa réputation, en échange d'une entrée au capital. Il faut bien commencer quelque part, et le conseil, l'advisory, est une porte d'entrée possible dans le monde relativement fermé de l'investissement. Afin d'optimiser son temps et son énergie, il faut prendre en compte le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, ce sont les gains perdus provenant de la mauvaise utilisation de ton temps. Il te suffit de calculer. Qu'est-ce que tu pourrais faire de ton temps à la place de telle ou telle mission? Quelle option est la plus bénéfique pour toi? Négliger d'évaluer le coût d'opportunité de l'allocation de ton temps peut entraîner d'énormes regrets. Tu pourrais te retrouver à avoir investi énormément de temps dans une start-up qui finit par te décevoir, un mariage qui n'était pas fait pour durer, une amitié qui s'est avérée toxique ou un investissement qui ne rapporte rien. Il est donc essentiel de peser les pour et les contre, de choisir judicieusement où investir ton temps et ton énergie en tant qu'advisor. Les opportunités sont très nombreuses, mais il revient à chaque conseiller de décider où il souhaite vraiment s'investir. Alors prépare-toi à explorer les défis et les récompenses qui accompagnent le monde du conseil en start-up. C'est un voyage fascinant qui te réserve des surprises passionnantes. Sixième partie, ton premier mois en tant que business angel, tes 10 premiers deals syndiqués. La meilleure manière de commencer à investir est de le faire avec d'autres business angels. Durant les 30 prochains jours, l'auteur Jason Calacanis te conseille, tu dois investir dans une dizaine de startups sans avoir à chercher ces deals. Ils doivent venir à toi par l'intermédiaire d'autres investisseurs. Ces groupements de business angels s'appellent des syndicats. Super Capital en est un. Il existe de nombreuses plateformes sur lesquelles tu peux investir des petits tickets de quelques milliers d'euros, AngelList aux États-Unis, Roundtable en Europe, etc., à travers donc des syndicats comme Super Capital, la société que j'ai cofondée. Légalement, tu investis via un SPV, Special Purpose Vehicle, c'est-à-dire une holding ad hoc, une société qui est constituée uniquement pour investir dans la société cible. Tu as accès au deck de la startup, donc à la présentation PowerPoint de cette startup, à quelques informations et parfois à la possibilité d'échanger avec les fondateurs, même si c'est plutôt rare. Pour trouver le bon syndicat de Business Angel ou le groupement de Business Angel et le bon deal, il faut être intransigeant sur ces critères. Est-ce que le syndicat, est-ce que l'association de Business Angel existe depuis au moins 5 ans? Et est-ce que ce syndicat, il a un investissement notable, une société qui s'est vendue très cher et qui a rapporté beaucoup d'argent à ses membres? La startup doit avoir 2 fondateurs ou plus. La startup propose un produit ou un service sur un marché déjà existant. La startup a au minimum 6 mois de croissance d'utilisateurs et ou 6 mois de revenus derrière elle. La startup est financée par des investisseurs réputés. La startup a 18 mois de runway, ça veut dire de liquidité sur son compte après l'investissement. Lorsque tu investis à travers un syndicat, un groupement de business angels, tu cèdes le contrôle au leader du syndicat, donc au syndicate lead. Mais cela ne veut pas dire que tu dois être passif. Tu te dois d'aider du mieux que tu le peux la startup. Cela passe par de possibles introductions que tu peux réaliser, mais aussi par de précieux conseils que tu peux apporter. Il est important d'écrire des mémorandums, des deal mémos pour tes investissements,
expliquant pourquoi tu as investi, quels sont les risques et selon toi, que doit faire la startup pour que tu puisses faire ton retour sur investissement. Septième partie, le deuxième mois, 30 jours de rendez-vous. Après cette dizaine de deals syndiqués, il est temps de voler de tes propres ailes et de bâtir ton réseau. Tu peux maintenant te présenter de la manière suivante. Salut, je suis X et je suis Business Angel, investisseur dans une dizaine de startups avec d'autres investisseurs comme A, B, C et D. Tu vas maintenant organiser des meetings à raison de 2 rendez-vous par jour durant les 30 prochains jours. Sur LinkedIn ou par email, présente-toi auprès de tous les business angels de ton syndicat de cette façon. Salut A, nous sommes co-investisseurs dans la startup Y de Z. Bravo, tu n'es plus un outsider, mais un insider. Tu fais partie de ce monde du business angel. Tu dois alors échanger avec chacun de ces co-investisseurs. Voici un template pour t'introduire auprès de ces business angels dans un premier temps. Salut A, on est co-investisseur dans la startup Y. Es-tu disponible pour boire un verre la semaine prochaine? J'investis actuellement 2500 €, 5000 € dans 2 startups par mois et je souhaiterais échanger des informations. Bien à toi, signé X. Ton objectif à travers ces différents échanges, c'est de récupérer ces informations. Dans quelle startup ces business angels vont investir et pourquoi? Quelle est la plus-value qu'ils apportent aux entrepreneurs? Assure-toi qu'ils comprennent la plus-value que toi tu apportes aux entrepreneurs. Demande-leur s'ils ont vu quelque chose d'intéressant récemment, un bon deal récemment. Propose-leur une introduction aux entrepreneurs chez lesquels tu as déjà investi. Et détermine quel type d'introduction ils préfèrent. En faisant cela, tu apportes de la valeur à l'ensemble de l'écosystème, à la fois les startups, les entrepreneurs, mais aussi les investisseurs. Dans un second temps, après avoir rencontré une quinzaine d'investisseurs, il est temps de te créer ton deal flow personnel. C'est quoi ton deal flow personnel? Ce sont tous les dossiers de startup qui vont directement t'arriver à toi. Écris à ces investisseurs de la manière suivante. Salut A, c'était un réel plaisir cet échange la semaine dernière. J'ai pu voir que tu as investi dans Tesla et je trouve que leur vision d'un futur neutre en carbone est intéressante. Peux-tu m'introduire à Elon Musk? J'ai quelques idées que je juge pertinentes pour améliorer la stratégie marketing de Tesla. Bien à toi. C'est évidemment un exemple. Tu peux aussi envoyer un message à chaque membre de ton nouveau réseau leur demandant s'ils ont vu quelque chose d'intéressant récemment. Tu rencontreras en moyenne 25 entrepreneurs durant ce deuxième mois. Essaie de classer chaque startup que tu rencontres dans une catégorie, soit excellent, soit bon ou soit acceptable. Investis seulement dans les startups que tu classes dans la colonne excellent. Pour chaque startup, écris les raisons qui te poussent à investir ou non. Cela te permettra d'avoir une trace écrite de tes décisions. 8e partie, le pitch meeting. Tu dois allouer 3 heures par startup. Une première heure pour te préparer, lecture du pitch deck, recherche sur le marché, concurrence, etc. 1 heure pour le rendez-vous lui-même avec l'entrepreneur. Sois totalement présent, donne-leur toute ton attention, garde ta bouche fermée et tes oreilles grandes ouvertes. Prends des notes. À noter, ne jamais dire oui ou non durant un rendez-vous. Jamais. Jamais à chaud. Enfin, la 3e heure, c'est une heure que tu vas prendre pour analyser les raisons d'un échec ou d'un succès après l'investissement dans la startup en question. À ce stade très jeune de maturité d'entreprise, tu n'investis pas dans une entreprise, mais dans un entrepreneur, dans une équipe. Le métier de business angel, c'est de savoir investir chez les bonnes personnes capables de porter les bons projets. Trouver les business scalables. Scaler est un anglicisme signifiant une entreprise qui va exploser, multiplier sa valorisation par des milliers et faire de ton investissement un jackpot. Un restaurant, un cabinet de conseil, une ligne de vêtements ne sont pas scalables. Une start-up technologique pouvant se déployer rapidement est scalable. 9e partie, les questions à poser aux fondateurs. À travers ce pitch meeting, tu dois être capable de répondre à ces 4 questions. 1. Pourquoi ce fondateur a choisi ce business? 2. À quel point le fondateur est impliqué dans son projet? 3. Quelles sont les chances de succès de ce business, de cette personne? 4. À quoi correspond la réussite de ce projet en termes de retour sur investissement? Il est important de poser des questions concises. Je vais te proposer une liste de questions pertinentes à poser aux fondateurs que tu rencontres afin de pouvoir répondre aux 4 précédentes questions
et classer l'entreprise dans une colonne. Est-ce qu'elle est excellente, bonne ou acceptable? Question 1. Parle-moi de ton parcours et de ce qui t'a amené à lancer ce business. Question 2. Sur quoi tu travailles exactement? Question 3. Pourquoi tu as fait ça? Question 4. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est le bon moment? Question 5. Quel est ton avantage concurrentiel? Question 6. Parle-moi de tes concurrents. Question 7. Quel est ton modèle économique, ton business model? Question 8. Donne-moi quelques chiffres, quelques KPIs, quelques indicateurs clés de performance, quelques metrics. Par exemple, le CAC, le panier moyen, la lifetime value, le chiffre d'affaires, etc. Question 9. Quelles sont les raisons qui feraient que ton business échoue? À toi de savoir lire entre les lignes, d'être ferme dans tes questions pour ne pas laisser l'entrepreneur te dire ce que tu as envie d'entendre et ce qu'il a envie, lui, de te dire. Partie 10. Évaluer un deal. En early stage, il n'y a pas beaucoup de data à analyser, il n'y a pas beaucoup de données à regarder. On peut classer l'angel investing en 2 catégories. Le pré-traction et le post-traction. En pré-traction, tu entendras des investisseurs discuter de recherche, de business plan, de prototype, de MVP, minimum viable product, de bêta test et de stealth mode. À savoir qu'en early stage, les chances de réussite sont basses. 80% des startups échouent, mais les valorisations aussi, ce qui récompense le risque évidemment. Il est important de s'attarder sur la valorisation d'une startup afin de savoir repérer un deal cher ou pas cher. Les acteurs de plus en plus nombreux présents sur le marché du venture capital, du VC, ainsi que la venue d'investisseurs étrangers, amènent à une survalorisation des startups. Pour avoir un ordre d'idée, une startup se valorise grosso modo en multipliant son chiffre d'affaires par un multiple, compris entre 4 et 10 en fonction du projet généralement. Partie 11. Pourquoi tu dois écrire un deal memo? La meilleure manière d'améliorer ta sélection de deals, c'est d'écrire des deal mémos. Les deal mémos sont des résumés de deals, composés aussi d'annotations de tes analyses sur la startup. Ils te permettront de cristalliser ta pensée ainsi que d'affiner ta capacité de sélection dans le futur en les relisant. Des éléments à inclure dans un deal mémo sont, par exemple, le deal, la concurrence, le modèle économique, les possibilités de sortie pour toi et donc de multiples. Partie 12. La checklist de due diligence, autrement dit l'audit. Une due diligence, dans l'investissement angel, consiste à effectuer quelques recherches sur la startup et ou sur les fondateurs avant d'y investir son argent. Beaucoup d'investisseurs négligent cette étape, qui permet pourtant de réduire le risque. Il faudra alors jouer au détective, démêler le vrai du faux des dires de l'entrepreneur, comprendre et analyser ses chiffres. 13e partie, ton premier oui. Après une trentaine de rendez-vous et après avoir choisi la startup la plus scalable, avec le plus de traction, la meilleure équipe, les meilleurs investisseurs déjà établis, il est temps d'informer les fondateurs que tu souhaites investir et que tu es prêt à signer le chèque. Vérifie bien que tu as ton droit pro rata pour pouvoir te maintenir au prochain tour, pour pouvoir réinvestir. Informe les entrepreneurs que tu es excité et impatient d'avoir des reportings mensuels. Fixe un meeting avec les fondateurs dans une centaine de jours dans ton calendrier, ainsi qu'un appel tous les ans au minimum. Fais comprendre aux entrepreneurs que tu es soucieux du développement de la startup, qu'ils peuvent compter sur toi et sur tes compétences, ton temps, ton réseau. Tu peux écrire un article expliquant pourquoi tu as investi, en ayant évidemment l'accord des entrepreneurs. Félicitations, te voilà Business Angel. 14e partie, la relation investisseur-entrepreneur. Il faut comprendre que les entrepreneurs et les investisseurs partagent le même objectif, le succès. Ta relation avec les fondateurs se doit d'être sincère, saine et basée sur la communication afin qu'elle soit efficace. Les reportings mensuels sont importants pour que tu puisses savoir où en sont tes investissements, pour alimenter la relation avec les entrepreneurs ainsi que pour les aider s'ils en ont besoin. Il n'y a rien de plus important que les reportings mensuels et réclame tes reportings mensuels. Pas de nouvelles, mauvaise nouvelle. Une startup ne communiquant plus avec toi est un signe qu'elle est en train d'échouer.
C'est humain de vouloir éviter les discussions difficiles. C'est alors à toi, Business Angel, de te confronter aux problèmes et d'échanger avec les entrepreneurs. La spirale de la mort en matière de communication entre les fondateurs et les investisseurs se produit lorsqu'un entrepreneur ne parle pas de ses problèmes jusqu'au moment où il se trouve à court d'argent. Il vaut mieux prévenir que guérir, alors communiquez. 15e partie. Ta deuxième année en tant que Business Angel. Ta deuxième année sera sans doute désastreuse. Une grande partie des startups dans lesquelles tu as investi vont échouer. Une autre partie va lever un deuxième tour de table, un deuxième round, et les fondateurs vont te demander si tu souhaites réinvestir ou pas. Tu dois prendre ton temps pour comprendre pourquoi ces nouveaux investisseurs, souvent des fonds, investissent. Si les raisons sont bonnes, réinvestis. Une autre partie souhaitera réaliser un bridge. Avant de décider si tu investis dans le bridge ou pas, il faut que tu échanges avec les entrepreneurs et que tu essaies de comprendre ce qui changera avec cet argent. Fais attention au bridge to nowhere, de la nouvelle fonctionnalité mortelle, du partenariat en or ou du recrutement d'une rockstar. Quelquefois, ces événements permettent de tout exploser, mais la plupart du temps, non. La dernière partie de tes startups va effectuer ce qu'on appelle un pivot. Un pivot consiste à utiliser l'argent de l'investissement pour financer une nouvelle startup. Il existe de beaux exemples de licornes, de startups qui ont très bien réussi, qui sont originellement des pivots. À toi de prendre la bonne décision. 16e partie. Garde la tête haute. Il y a une lumière au bout du tunnel. L'angel investing peut être psychologiquement dévastant, mais ça fait partie du jeu. Tu as choisi cette vie, il va falloir être fort et savoir patienter. Essaie de garder ton calme avec les entrepreneurs, car la panique est contagieuse. Demande-leur simplement ce qui se passe et travaillez en équipe. Ne parle pas au nom des entreprises de ton portefeuille. Tu es un investisseur et non pas un directeur de communication. 17e partie, les exits, les sorties. Il existe 3 manières pour qu'un business angel se fasse de l'argent sur son investissement en start-up. Elles impliquent pour chacune de revendre ses parts de l'entreprise à une autre partie. La meilleure mais la moins courante, c'est l'introduction en bourse, l'IPO. La deuxième option, c'est le rachat de tes parts par un fonds d'investissement, un autre investisseur beaucoup plus gros. Et la dernière, la plus commune, c'est l'achat de tes parts par une autre entreprise. C'est donc une fusion-acquisition, M&A. Les bonnes entreprises sont achetées, pas vendues. C'est un adage dans la Silicon Valley. En effet, la meilleure situation dans laquelle tu pourrais te retrouver, c'est celle où la start-up dans laquelle tu as investi connaît une très forte croissance et où plusieurs grosses entreprises surenchérissent pour l'acheter. 18e partie, trouver son chemin. Il existe différentes stratégies pour être un bon business angel. Certains voudront imposer leur théorie sur la meilleure façon d'investir, il n'en existe pas. La vie est faite de surprises, de hasards et de choses que nous ne maîtrisons pas. De plus, pour chaque investissement, tu devras faire face à tes biais cognitifs qui influencent ta prise de décision. Certains angels misent sur les fondateurs. C'est le cas de Jason Calacanis, qui affirme savoir lire dans les gens, savoir quelles personnes vont aller jusqu'au bout et savoir lesquelles vont renoncer à la moindre épreuve. Certains angels veulent résoudre des problèmes. Les premières questions qu'ils vont poser sont: votre startup est une vitamine ou un antidouleur? Quel est le problème que votre startup résout? Il est possible de créer un graphe avec en abscisse l'intensité de la douleur et en ordonner la fréquence à laquelle les gens expérimentent cette douleur, afin d'y classer les startups. Certains angels misent sur le plaisir que procure la startup. Un produit-service qui donne du plaisir, c'est l'opposé d'une startup antidouleur. Apple, par exemple, produit des iPhones esthétiquement plaisants, alors que la concurrence produit parfois des téléphones avec de bien meilleures fonctionnalités. Cependant, les gens adorent l'iPhone. Dans cette approche, il est important de comprendre ce qu'est le NPS. Le NPS, c'est le Net Promoter Score. Cela mesure la volonté des clients à recommander le produit ou le service d'une entreprise à d'autres personnes. Les entrepreneurs rusés utilisent le feedback des enquêtes NPS pour améliorer leur service et maximiser leur croissance. Enfin, certains angels
mise sur le marché, estimant que c'est le marché qui fait la start-up. Il mesure la taille d'un marché et juge si la technologie peut avoir un impact significatif sur ces industries. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à choisir une théorie et à appliquer à l'ensemble de tes investissements cette théorie, mais seulement savoir jongler entre elles afin d'être le business angel le plus performant de l'écosystème. 19e partie, quand tirer sa révérence. Première situation, ton retour est inférieur à ton investissement. Si 90% de tes investissements sont morts et seulement 10% ont effectué un multiple modeste, te permettant juste de récupérer l'argent que tu as investi, tu as certainement perdu plus de la moitié de ton investissement total, qui doit correspondre, l'auteur le rappelle, à 10% maximum de ton patrimoine. Cependant, tu vas pouvoir analyser ta thèse d'investissement et améliorer ta stratégie pour faire mieux avec tes 30 prochaines startups. Deuxième situation, tu récupères ce que tu as investi. Quoi qu'il en soit, tu en sors meilleur. Tu as développé un réseau, tu as développé des connaissances sur ce métier. Avec ton expérience, tu peux être débauché par des entreprises très dynamiques et négocier un excellent package. Troisième situation, tu récupères entre 2 et 5 fois ce que tu as investi. Si cela arrive, tu as la possibilité de rejoindre le management d'une de tes startups, ou bien un conseil d'administration, ou bien de rejoindre un fonds d'investissement de venture capital par exemple. Grâce à ton track record, tu peux lever ton propre fonds d'investissement auprès d'investisseurs. Quatrième situation, tu récupères plus de 5 à 100 fois ce que tu as investi ou plus. Félicitations, un de tes investissements est devenu une supernova, une licorne, et tu récupères 10, 20, 100 fois ton investissement initial. Si tu effectues ce genre de home run, tu es une légende dans cette industrie. La vie est un hasard, mais la chance ne l'est pas. Les personnes chanceuses s'entourent des personnes les plus talentueuses du monde et prennent des risques. Ce n'est pas difficile ou impossible, il faut juste travailler. Alors comme le dit l'auteur Jason Calacanis, do the work.